Tapa en Océanie, chanvre, lin, coton ou jute en Asie, sisal en Amérique latine. Depuis la nuit des temps, les plantes habillent les hommes. Signe d'appartenance à une caste ou parure pour mettre en valeur le geste dansé, le vêtement végétal est une forme tangible de culture en perpétuelle évolution qui consacre le savoir-faire des meilleurs artisans du Fénois. Son histoire continue de s'écrire en Polynésie et s'exporte même à Paris, où il inspire de jeunes créateurs de mode dans une démarche éco-responsable. À Fatuhiva, petite île isolée des Marquises, vivent les dernières gardiennes de la fabrication du tapa, une étoffe végétale traditionnelle qui servait autrefois à se vêtir. Dans le village d'Omoa, on entend parfois encore résonner un chant de travail qui accompagne le rythme des battoirs. Ça, c'est ce qu'on appelle le rari. J'ai grandi ici. Quand on était petite, le matin vers 9 h, tu entendais ke. Alors c'était ce bois de fer qui était tapé sur la pierre. Hein, et tu entendais ça, ce bruit. Le tapa est utilisé depuis la naissance, donc pour recevoir l'enfant qui arrivait, on l'enveloppait avec le tapa et ça allait jusqu'à la mort, quoi. Hein. Parce qu'après, bon, en tant qu'adulte, il s'habillait, il prenait, c'était son vêtement. Hein. Et ensuite, lorsqu'il mourait, on l'enveloppait dans du tapa. Le tapa, c'est une histoire de femme. Une histoire de femme, un savoir-faire sacré qui se transmet de génération en génération et qui commence par le choix des racines. Ai, me au atu me. Te aka me hana apau. Te ne tau ka e to tiane me hana apau. Te apau epa no te to i. Te ne tau kakaio, te ne tau katu ati de pi te ima. A pi o te ima. Oia. O te hoi taua. Hei o te tēnei. Topu. Te ipa mi ia te no te ama hoi nei, a koe a tēnei. Tēnei te a Te a tēnei hoi a ka mea hoi, me ke tēnei a ka toitoi mea. Me kapu ipa ia, kapu ipa mi te ia, tēnei oi a oti, ea. Pahanot pu tau tamatai ka o tika ua te a Kan hau po te ni aka. Te ame au e hitina tēna vai. O, inei a tēna vai e ite ti. Tēne I wawena pa I o te mea o ite tēna vai. Nos tupuna faisaient leur ahu et nata avec du ours. Ahu et nata. Ahu et nata. L'habit de l'homme. Voilà. Tu avais des tapas de 3 mètres de large sur 6 mètres de long. Et c'est fin comme du papier à cigarette. Ce n'est pas une seule pièce, hein. C'est plusieurs pièces qui ont été collées. C'est le ahu et nata. Se couvrir.
tous les chefs, pour les princesses. Voilà. On ne sait plus le faire aujourd'hui. Là, je regarde la partie vraiment la plus fine, la plus mince. C'est par là que je vais fondre. C'était surtout le mûrier blanc qui était réservé au hakaiki. On ne va pas parler de roi, on va parler de hakaiki surtout. Hakaiki, c'était les chefs de tel ou tel, parce qu'il y a plusieurs tribus. Alors les guerriers, eux, c'était le bagnon. Même les Tuna aussi, ils avaient, soit au moment de travailler, ils portaient le hiapo, qu'on appelle. Le tapa qui est obtenu avec le bagnon, ça s'appelle le hiapo. Tu avais le hami tout court qu'ils portaient pour tous les jours, le hami. Lorsqu'ils allaient à la pêche, ils enlevaient leur hami parce que c'était tellement difficile à faire le vêtement qu'ils ne le portaient pas tous les jours. Et voilà, le libère. Et il est arrivé à un moment où, quand le tissu est arrivé, tout le monde a laissé le tapa, sauf Fatouiva. Les femmes utilisaient le tapa comme serviette hygiénique. C'est comme ça que nous avons gardé ce savoir-faire. Toutes les autres îles des Marquises, ils n'ont plus fait. Pas seulement là, mais aussi bien dans toute la Polynésie. Toute la Polynésie faisait du tapa, s'habillait en tapa. Je veux faire. Attends, je commence, tu vas terminer. Toi, tu fais l'escargot, hein? Maman, Kavi. Ah. Kavi. T'es maté. Oh, oui. C'est très important de transmettre sur le tapa, ce savoir-faire, comment battre le tapa, comment surtout aller voir à quel moment. Il y a toute une étape à apprendre, à savoir. Selon les phases de la lune, tel soit le ourou, le bagnon, le mûrier, il y a tout ça. Ça, c'est le riano. La transmission passe aussi par la connaissance des plantes aromatiques utilisées dans le bouquet du umuhei, qui embaume les cheveux et qu'on dit aphrodisiaque, ou dans l'étoffe parfumée nommée aeopipi. La racine de banyan, dont la souplesse, une fois battue, se rapproche de celle du coton, est trempée dans du curcuma et saupoudrée de santal. Les fleurs du jardin achèveront de parfumer ce tapa délicat. Le aeopipi, tous les soirs, tu vas changer les plantes. Et au bout d'un mois, le tapa a pris tous les parfums de tout ce que tu as. Ça sent très bon. Ce tapa parfumé sera offert à la jeune mariée. Et le soir, elle va porter le pagne, le aeo et le pareo par dehors. Ceux qui savent, qui connaissent le aeo, vont sentir. Oh là là, bon. Et ce tapa-là, après le rapport, c'est juste pour retirer la vie, le sexe de l'homme.
Les seuls tapas qui étaient décorés, c'était les tapas qui étaient sur les effigies tapons. Les motifs étaient faits avec les cheveux. À l'origine, alors l'encre, c'était surtout avec les feuilles de cette liane qu'on appelle le Papaniwauhe. Et aujourd'hui, depuis qu'on a découvert l'encre à tissu, voilà, on n'utilise plus. Il faut travailler avec son temps. Bon. Le tapa s'est adapté, assurant l'économie de Fatou Hiva. S'il est devenu un objet d'art qui s'expose dans le monde entier, il continue d'habiller les danseurs de Orit-Heiti. Parole du corps, associé à la confection de splendides costumes végétaux, le Orit-Heiti est la forme de danse la plus pratiquée en Polynésie française et l'incarnation de toute une identité culturelle. Dans les réserves du musée de Tahiti et des îles sont conservés les costumes qui ont marqué l'histoire du Heiva. Manouche Le Hartel a constitué ce trésor qu'elle continue d'enrichir et dont elle connaît tous les secrets. On a des costumes qui datent du début du XXe siècle. Tous les ans, rentre dans la collection obligatoirement le costume qui a gagné le prix du plus beau costume Huranui du Heiva Tahiti. Voilà, donc aujourd'hui on a une collection qui se monte à environ presque 200 costumes de danse. Le costume de la Hura, c'est le costume qui est le mieux documenté par les premiers navigateurs. Il est entièrement en tapa. Vous avez ici une réinterprétation contemporaine de ce costume de Hura. Ce costume est fait par Freddy Fagu, talentueux créateur. Et là, il crée pour le groupe Nonosina des États-Unis un costume qui est une réinterprétation de ce costume de la Hura. C'est un costume qui est dédié à Rina, la déesse de la lune. Ce costume était utilisé uniquement par des filles de chef parce qu'il fallait avoir à l'époque beaucoup de moyens. Il fallait faire partie de la classe supérieure de la société pour pouvoir déjà avoir autant de tapas. Et c'était la manière d'accueillir les hôtes de prestige. À partir de la naissance de la Maison de la Culture dans les années 60, eh bien, on a accès à l'information parce qu'il y a une bibliothèque qui est créée. Et là, les chefs de groupe découvrent les costumes qui étaient portés par les anciens Polynésiens, souvent dans un contexte rituel. Mais ils se l'approprient pour nos costumes de danse. Il y en a quelques-uns qui sont juste, c'est somptueux, quoi. Et là, il y a plein de graines également. Parce que ça, c'est le gros souci de ces costumes, hein. C'est qu'ils sont... il y a des tas de matériaux différents, ça qui complique considérablement les choses. Déjà, il y a du végétal, il y a des coquillages, des graines, et vous avez des plumes. À partir de ça, il n'y a pas un costume qui ressemble à l'autre. Il y a une créativité incroyable. Vous revenez au Heiva, vous devez chaque fois vous renouveler. Donc oui, il y a la valorisation des savoir-faire traditionnels pour le travail de toutes ces matières. Un bambou n'a jamais ressemblé à ça. Même un bambou sec n'a jamais ressemblé à ça. C'est une technique, c'est un savoir-faire que des artisans tiennent de père en fils, de mère en fille et continuent à exploiter pour nous permettre tous les ans de faire des costumes à partir de Pa'a Ofé. Ce costume, c'est un costume de 1983 du groupe de Tumata Robinson qui fait son premier Heiva et qui fait ce magnifique costume avec du tapa. Ici, vous avez les graines qu'on appelle les larmes de Job, Coix lacrima jobi, qui sont donc des graines. Et là, vous avez de la nacre, vous avez même les plumes de paillon-queue, de phaéton. Une ancienne institutrice qui avait enseigné ici dans les années 60 avait rapporté des costumes de l'époque. Et on a ici ce costume très intéressant, bien sûr, tapa, des graines, la graine de Tianina, les larmes de Job, du moré, cette fibre
végétale obtenue à partir de l'écorce interne de l'Hibiscus tiliaceus. Et ces petits papillons qui sont taillés dans de l'écaille de tortue. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est plus autorisé l'écaille de tortue, hein, c'est une espèce protégée. Mais voilà un beau costume des années 60 où il y a encore de l'écaille de tortue qu'on peut utiliser pour décorer le costume. Ce costume qui est très ancien, il date de Bora Bora et il date de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il a été rapporté aux États-Unis par un GI américain. Et en 1991, le musée de Charleston nous contacte et nous demande si on veut le récupérer. Et c'est comme ça qu'on récupère ce costume. Dans une année normale de Heiva, on peut avoir 20 groupes de danse. Et 20 groupes de danse avec un minimum de 100 danseurs chacun. Donc il faut habiller tout ce beau monde-là. Et donc, c'est une industrie aujourd'hui, le travail de ces costumes. Le Orit Heiti n'est pas une danse folklorique. Hein, une danse folklorique, elle se répète depuis 200 ans, on danse la même chose. C'est tout le contraire. Le Heiva, il encourage la créativité. Parce que vous devez chaque année revenir avec quelque chose qui est entièrement original. Une musique originale, des costumes originaux, un thème, tout doit être original. C'est pas de la nouveauté pour la nouveauté, mais vous êtes contraint à vous surpasser. Le costume végétal est une composante essentielle du spectacle. Sur la presqu'île de Tahiti, l'école Reineari, dirigée par Heirani Salmon, doit se produire lors du Heiva des écoles de danse. Un mois avant le spectacle, la conception des costumes commence avec son lot de questions et un équilibre des matières à trouver. On est partagé entre l'esthétisme et le sens. Le costume est réfléchi par rapport à la danse en premier lieu. Il y a la musique qui accompagne, il y a tout un ensemble, les déplacements. Et le costume, il vient pour finaliser toute cette harmonie autour de cette danse. Là, la chance que j'ai, c'est que je fais moi-même mes prototypes. Donc, comme j'ai conçu, je suis la chorégraphe, j'ai conçu la danse, donc je sais très bien que ça va convenir, le costume va convenir à la danse. La danseuse va être en harmonie avec son costume. Donc elle ne devrait pas être gênée si elle a une position au sol par une taille ou par une coiffe qui va la pénaliser. Donc on parle de rigidité de façon au maintien, de fluidité pour le mouvement. Donc on aura des bases fixes, donc au thème de ceinture, au thème de coiffe, où là on va avoir de la rigidité. Et le moment de fluidité, ça va être tout ce qui va être en extérieur de ces bases-là. Première coiffe. La coiffe, elle sera déjà montée avec la moitié qui est là, le passage ici devant et la anse à l'arrière en V qui va venir ensuite en pointe. On va faire des points pour que ça reste toujours maintenu vers le haut. OK? On va fixer les lays. Ça va vraiment être à la fin parce que là, la couleur, elle a déjà terni. Il faudrait que ça soit du vert frais, quoi. Hein? Première coiffe. Donc, c'est scratché derrière. Il y a tout un travail autour de la danseuse. La danseuse sur scène, c'est quelqu'un qui chante, qui parle la langue, donc qui comprend ce qu'elle va dégager en termes de paroles. Donc, tous les chants, elle est censée comprendre le sens des mots pour pouvoir l'exprimer. Mais c'est quelqu'un aussi qui va fabriquer ses propres costumes parce qu'elle va les porter en spectacle. Ce qui est primordial pour moi, c'est que la danseuse, quand elle danse, quand elle porte son costume qu'elle a réalisé elle-même, qu'elle sache qu'est-ce qu'il représente. Et pas forcément, il est beau mon costume. Voilà. Donc la réalisation de costume, on va se mettre en atelier où là on va apprendre tout ce qui va être tressage, technique de tressage, qu'elle sache se réapproprier tout ce savoir-faire autour du Orit Heiti.
Le jour du spectacle est arrivé. Dans les coulisses de la Maison de la Culture, c'est l'heure des derniers ajustements sur les costumes. Alors pour notre Heiva des écoles de danse de cette année, on a 45 minutes de présentation. Du coup, on a à peu près 12 tableaux et j'ai un costume par tableau. Donc ça va faire 12 costumes différents. Donc en termes de temps, un mois de préparation et chaque danseuse, elles auront peut-être besoin de, allez, on va dire 3 jours de costume. Pour les costumes végétaux, c'est à la dernière minute. Et là, c'est des nuits blanches. Donc pour ceux qui connaissent le Heiva et Tahiti, en danseur-danseuse, on ne dort pas la veille d'un Heiva. Ok, tout le monde doit être prêt, je vais faire entrer l'orchestre. Costumes de danse par excellence, les robes végétales envahissent aujourd'hui les podiums des concours de beauté. À Paris, capitale de la mode et du luxe, le jeune créateur Manwari Teaoroa est venu se former aux techniques éprouvées par les grands maîtres tailleurs. Influencé par l'art du tressage polynésien, il crée des robes végétales uniques, inspirées de matières comme le pandanus. Je travaille en particulier la nacre, la perle, le pandanus, puisque j'aime bien mettre une touche de chez moi, des Australes, dans ce que je fais. C'est aussi ce qui est intéressant pour moi, c'est d'expérimenter justement, de transposer toutes ces matières végétales qu'on voyait uniquement sur des costumes de danse par exemple, de les transposer sur un vêtement et d'en faire un vêtement fini. Ça fait partie de mon processus de création aussi, d'utiliser justement des matières pour que le travail soit plus écologique. Oui. Je pense que c'est une façon de mettre à jour toutes les techniques ancestrales, de les rendre contemporaines tout en gardant justement cet aspect culturel, traditionnel, sacré, les transposer à notre époque et puis les rendre plus contemporaines. Kalea, qui participe à un concours international de Miss, m'a contacté. Cette robe, on l'a imaginée ensemble. Donc c'est une robe sirène, donc avec une fente sur le devant. On a voulu partir un peu sur le côté précieux et couture du vêtement traditionnel de Tahiti. Donc on a utilisé les nacres pour mettre en valeur justement la perliculture, donc les perles de Tahiti. J'ai utilisé donc de la dentelle de pandanus tressée par ma maman et donc j'ai assemblé tout ça sur un tissu très transparent. Moi, je suis content. Hein. Tant que tu n'as pas essayé, moi, ça me stresse beaucoup. Je suis là. Parce que c'est quelque chose quand c'est sur le mannequin et c'est quelque chose quand c'est sur toi. Il y a ce côté ambassadeur qui est intéressant pour moi, c'est d'exporter justement toute la culture polynésienne qui est, qui est encore méconnue dans l'Hexagone. Le plus difficile, c'est de quitter le Fénois, mais il faut partir pour mieux revenir. Parce qu'en tant qu'artiste, on part et on voit ce qui se fait à l'extérieur. Les inspirations restent actuelles et modernes et contemporaines. Et c'est important pour l'évolution du vêtement et du costume végétal aussi.
le vêtement végétal traverse l'histoire polynésienne et demeure l'élément vibrant d'une culture en pleine évolution. La profusion des matières utilisées, comme la maîtrise de leur transformation par les Polynésiens, ouvre de nouvelles perspectives vers un marché de l'habillement en pleine expansion qui milite pour une consommation plus durable.